Eh bien, bonjour tout le monde, c'est l'épisode du dimanche. Il paraît que la succession d'épisodes fait qu'au bout d'un moment, on doit commencer à se perdre un peu, à se repérer. Alors j'essaye de temps en temps de faire des petits résumés. Euh, Vous savez qu'aujourd'hui, nous allons parler de Nadar, dont voici un des chefs-d'œuvre Sarah Bernard. J'ai fait assez sobre sur le titre, vous serez très impressionné tout de suite. Nadar est un génie. Voilà, on ne fera pas plus que ça et vous allez comprendre qu'est-ce qu'il est en train d'apporter dans toute cette histoire. On va regarder la photo qui est avant et dans quoi Nadar va arriver. Et ce qui fait particulièrement son génie, c'est de donner à la photographie le premier vocabulaire qui lui est propre. Et on verra que cet intérêt pour la photo va se retrouver aux États-Unis sur la fin. Alors, un petit résumé rapide. J'ai parlé 2 fois de photographie sur 12 épisodes, de cette petite façon par Daguerre de saisir l'instantané immédiat, ce qu'on ne verrait pas à l'œil nu, mais j'ai donc parlé de la capacité d'une machine de capter le monde et de changer. Petit livre qui va nous servir de référence, Bernard Blisten, L'art au XXe siècle. On commence à rentrer dans le XXe siècle, on n'y est pas tout à fait encore, on est en 1839 pour le boulevard du Temple, et puis pour Nadar, 1860 jusqu'à 1900 par contre. Alors, dans ce chapitre, dans ce livre, des chapitres qui reprennent l'évolution historique, et donc faire un chapitre en 3 pages sur l'histoire de la photo, écrire en quelques lignes, dit Bernard Blisten, l'histoire d'un siècle de photographie relève à plus d'un titre d'une mission impossible. Outre qu'il n'est plus temps de penser la création à travers de ces seules disciplines, écoutez bien ça, la présence de la photographie est désormais telle qu'elle se confond et interfère avec la quasi-totalité de l'art de ce temps. D'annexe et parallèle, la photo a l'air d'être en marge, et c'est ce que Nadar va nous prouver aujourd'hui. Elle n'est pas, comme je l'ai montré avant, qu'une machine qui enregistre et qu'une machine, comme elle a fasciné Edgar Poe, qui donne des indices sur le monde. D'annexe et parallèle, elle est dans la complexité de sa définition même, l'art contemporain, c'est-à-dire l'art qui va montrer ce qu'on a sous les yeux en temps réel. Être peintre à l'ère de la photographie procède d'un enjeu qu'au fil du siècle, les artistes n'ont jamais cessé de penser. Et Blisten rajoute, ça va vous rappeler des souvenirs, dès 1931, Walter Benjamin, dans son célèbre essai, vous pouvez répéter après moi, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductivité technique, nous avertit. Il ne faut pas se demander si la photographie est un art, mais ce qu'elle change du caractère général de l'art. Et qui ressurgira, opposition entre l'art et la technique, au moment de la naissance du cinéma qu'on verra un peu plus tard. La photographie, et certains philosophes vont appeler ça le photographique. Et un autre, Michel Friseau, les photographies, puisqu'il y aurait autant, et on le voit avec ces quelques exemples-là, les débuts de la photographie, Daguerre, une reproduction de fossiles qui peut donner des aides à la science. Et Merveille, un pouls en microphotographie, ce que l'œil ne peut pas voir. Encore plus fort, vous ne devinerez jamais. La coupe au microscope du cerveau d'une larve de mouche. On ne l'aurait pas trouvé par nous-mêmes. Les fossiles, ce qui va intéresser Étienne Jules Marais juste après Daguerre, j'en parlerai comme anticipation du cinéma, saisir le mouvement dans un instant invisible à l'œil. Et pour des scientifiques, les débuts, l'ancêtre de la psychanalyse, des opérateurs photographiques qui vont prendre en photo des catalepsies, des moments d'hystérie, qui vont aider les autres médecins à communiquer et à apprendre. La photographie va enregistrer le monde d'une façon telle qu'elle va pouvoir permettre à ce monde de se diffuser et de se promener un peu partout. Vous connaissez peut-être Duchesne de Boulogne qui fait des expériences électriques en plaçant sur le visage d'un cobaye des petits courants électriques qui vont après fabriquer des sursauts et donc des expressions physiques qui vont passionner les artistes. Et puis Rutherford va faire en 1865 une photo de la Lune. Voilà, on ne la voyait pas aussi bien, et en tout cas, on n'en avait pas une image qui pouvait être diffusée. Voir ce que l'œil humain ne voit pas. C'est ce qu'on assigne à la photographie pour le moment. Elle n'est qu'un document.
Et comme je vous l'ai dit un petit peu, je voulais faire une petite balade dominicale. Venise, Abbeville, pour essayer de deviner. C'est Besson qui va prendre des photos comme ça. Ça s'achète, ça doit coûter 5 000 euros. Des tirages comme ça, c'est une œuvre d'art. Hein. Encore Bisson, les palais de l'exposition. Toujours Bisson, Rome, avec une espèce de piqué de précision incroyable. Charles de Marville qui va prendre en photo, je vous ai montré les pissotières, les lampadaires, toute la ville moderne. Watkins qui va prendre, il appelle ça la cathédrale du Yosemite en 1866. Donc le monde est à nos portes, il commence à circuler, vous avez compris, voie de presse, photographie, diffusion. À Baldus, qui est la gare de Toulon, qui n'a pas beaucoup bougé. Et chaud, avec un négatif en calotype, puisqu'il y a plusieurs techniques pour saisir le monde. Pour le moment, on est toujours dans cette diffusion Jérusalem, Paris par Gustave Le Gray, dont je vous ai pas mal parlé, parce que je trouve ça très beau, la conciergerie, et aux États-Unis, Roger Fenton, qui va prendre la vallée de la mort, mais qui aussi, la photographie va se retrouver, si vous ne connaissez pas les merveilleuses tuniques bleues, c'est le moment de la guerre de sécession, elle va permettre de documenter, avec un chariot, un labo photo ambulant, les morts sur les terrains, une moisson de morts 1863, sur les terrains de guerre. La photographie va commencer à être aussi, rester un document, mais un objet qui permet de s'engager, qui permet de faire découvrir des conditions de vie ou des conditions d'emprisonnement, comme on avait vu le portrait de Lewis Hine dans le livre de Roland Barthes, La Chambre claire, où on voyait ce visage de cet homme condamné. Lewis Hine va se passionner. Ici, on est en prison pour jeunes mineurs. Et puis même Regelander, l'artiste présentant le volontaire, c'est-à-dire l'artiste photographe, qui se présente comme artiste, va devoir partir à la guerre. Est-ce que c'est pas raisonnable d'obliger les artistes à s'en aller? Donc ce jeu de photomontage, on l'avait vu avec Hippolyte Bayard qui s'était fait en autoportrait en noyé pour dire sa tristesse de ne pas être reconnu comme un des grands inventeurs. Et puis, dans ce jeu de construction par la photographie, engagement politique, on glisse tout doucement vers la mise en scène amusante, mais quand même parlante. Dans ce jeu-là, on voit surgir une photo qui est avant tout une copie de la peinture. Je cite souvent une femme qui était élève de Bourdieu, qui s'appelle Nathalie Heinisch, qui a fait un livre collectif qui s'appelle De l'artification, comment de l'art devient de l'art. Et puisqu'on est ici devant des documents, il est hors de question de considérer ça comme de l'art. La conclusion d'aujourd'hui, c'est que si Nadar est un génie, c'est qu'il va donner les moyens à la photographie d'être de l'art, et je voudrais montrer sur quoi il se base en fait. Mais la situation qui précède, et même qui suivra après Nadar, vous rappelez que, on le verra demain, la photographie peut servir de document. Celui-là, Durieux pour Delacroix, voilà des photographies faites par deux gars qu'on verra demain et qui lui servent à faire des petits pastels à l'identique. Vous vous rappelez aussi peut-être que Étienne Adjet, Eugène, faisait des photos dans Paris pour les distribuer aux artistes. Et on a un mouvement qui s'appelle le pictorialisme. Je vous ai dit, pittoresque, c'est ce qui est digne d'être peint. Et donc, les photographes, de Machy en est un bon exemple, et études de jeunes filles, gomme bichromatée, c'est sur le papier de tirage, on est tardif, 1899, on va mettre une matière comme une gomme qui va donner un grain à la photographie et qui va lui permettre de copier un fusain, de ressembler à... Vous voyez, parce que cette gomme, pour avoir cet effet derrière, quand on passe cette gomme sur le papier, on la passe au pinceau de façon plus ou moins forte. Ce qui fait qu'on va avoir des nettetés par endroits et des choses assez floues à d'autres, des choses qui ressemblent vraiment à des fusains ou à des pastels reproduits, qui sont de merveilleux modèles quand on veut commencer à apprendre à dessiner. Mais si on veut une photo moderne, eh bien, on a une photo qui, pour le moment, processus d'artification, quand un médium nouveau arrive, la photo va copier la peinture. Le cinéma va copier la photo et copier la peinture. On l'a vu avec les péplums. Le jeu vidéo copie le cinéma, dans les bandes annonces comme dans la façon de mettre en scène le héros et la narration. Puis, petit à petit, tous ces arts-là
en copiant leurs prédécesseurs, se font accepter, puisque les 3 processus pour qu'il y ait, attention, interro surprise, je le fais tout le temps. Un, il faut qu'il commence à y avoir un réseau de gens qui vont pratiquer, puis échanger entre eux des recettes et donc constituer un groupe. Ça peut être des punks à la fin des années 70, la deuxième partie des années 70. Puis, il faut qu'il y ait un système de réseau qui mette de la valeur, c'est-à-dire des magazines, des fanzines, qui fait qu'on s'échange des choses et que la collection devient telle chose a de la valeur, telle autre en a pas, ou on peut échanger telle autre. Donc, un début de marché, des galeries pour la peinture, pour la photo, qui vont arriver, un réseau de presse. Et on pourrait, grâce à ça, je fais la surprise à chaque fois aux étudiants qui touchent parce qu'ils trouvent que le tatouage, c'est un art pour eux, qui ont une vingtaine d'années. Et ben, ce critère de grand nom, de gens qui pratiquent et qui commencent à être reconnus, c'est le cas en tatouage, puisque du début du XXe siècle, avec le tatouage réservé aux prostituées, aux marins, on est arrivé petit à petit à avoir des grands noms, des gens qui commencent à être très très connus, 6 mois d'attente et très cher payés. On arrive au deuxième critère d'artification, c'est-à-dire des magazines, des revues, des échanges, de la réputation. Mais le troisième critère n'est pas encore arrivé, il mettra du temps à arriver avec la photo, le musée, le scientifique ou le chercheur universitaire, ma pomme modestement, qui petit à petit va commencer à étudier et faire entrer dans l'institution ça. Ça commence à arriver sur des petits domaines de recherche. La bande dessinée a mis beaucoup de temps à le faire. La photographie, je vous le rappelle, 1984 pour le musée à Paris, à l'actuel palais de Tokyo. Donc je reviens à mon artification qui est en place ici, de machines, en peignant, c'est le cas de le dire, le jeu de mots, en faisant de la photographie à la façon des peintres, fait des choses que vous pouvez trouver très belles. On dirait une mauvaise reproduction de journal. On dirait une photo qui a été recoloriée, ce qui est le cas. On dirait, en effaçant le fond tout autour, une esquisse dessinée, puisqu'on a des espèces de flou autour qui évite la trop grande précision de la photographie. En colorisant par endroits, on a la technique de la sanguine, qui est un dessin sur papier coloré avec des rehauts de blanc, toujours de machie. Et puis l'autre très célèbre du mouvement pictorialiste, Puyo, qui va composer des images qui pourraient encore aujourd'hui être soit du troisième degré, soit servir de petite illustration pour des photos de mode. Voilà une façon de faire revivre l'ensemble, mais qui, dans la composition, fait penser aux peintures de Bouguereau, si vous vous en souvenez, celui qui peignait cette Madone ou de peinture académique qu'on a vu. Un jeu avec les plis, comme il y avait déjà chez Ingres bien avant. Ingres va signer une pétition pour ne pas reconnaître la photographie comme un art. Voilà une petite lumière unique. Et puis, c'est cette gomme bichromatée qui va envahir le format un peu partout. L'occasion de faire des petits nus un peu coquins qui vont être achetés et reproduits partout. Toujours Puyot, Fenton qui va faire des natures mortes. Je voulais montrer qu'en même temps, il y avait donc cette recherche sur la lumière et la couleur. Et pour finir, notre cher copain, le prochain copain, Alfred Stieglitz, qui est un Américain qui va faire entrer, pour faire vite, l'art moderne aux États-Unis et qui, dans ses débuts, est tout à fait pictorialiste. Il va faire des études de nuages, faire des études, il passe à Paris avec cette gomme bichromatée, des choses merveilleuses, avec des nuances de noir que la photographie permet presque aussi fort que la gravure. Et quand il retourne à New York, il va se passionner pour les effets d'atmosphère qu'on a trouvés hier chez Monet, c'est-à-dire toutes les choses qui un peu interfèrent la vision, la pluie, le brouillard, la fumée de la chaleur, du froid. Tout ça va intéresser Stieglitz pour donner cette ambiance picturale. Mais c'était important que je vous montre ça pour vous montrer à quel point Nadar va casser tout ça et à quel point, épilogue merveilleux, Stieglitz, en retournant aux États-Unis, en créant une galerie d'art et une revue Camera Work, il va entrer et faire entrer la photographie dans le monde de l'art vraiment moderne. Voilà un portrait où il a joué avec le fond, un portrait de Stieglitz, où il a joué avec le fond au pinceau. Pourquoi Nadar est un génie? Mais oui, pourquoi?
Alors, il faut rappeler qu'avec Daguerre, la photographie, c'est devenu un gros marché. Une petite chaise daguerrienne que vous pourriez voir au musée de Bièvre de la photo qui permet de se tenir. Voilà, nouveau procédé pour obtenir des poses gracieuses, toujours la petite dent de Daumier. Le daguerréotype, 15 minutes de pose, vous le voyez en dessous. La plaque doit être utilisée rapidement dans l'heure qui suit sa préparation. Elle est développée à l'abri de la lumière par des vapeurs de mercure et puis fixée à l'aide d'hyposulfite de soude et lavée d'eau distillée. C'est quand même pas une petite opération. Et puis, toujours cette petite caricature. Tiens, ma femme, voilà mon portrait au daguerréotype que je rapporte de Paris. Pourquoi donc t'as pas fait le mien aussi pendant que tu étais égoïste? Nadar rapportera qu'un bon bourgeois de Pau lui demande de lui envoyer son portrait par la poste. Voilà des quarts de plaque qui font des portraits qu'on va retrouver partout. Talbot l'anglais monte son atelier. Voilà des ateliers de photos. Le chiffre est tout en haut. En 1850, 500 studios commerciaux de photos à Paris seulement. On peut faire son portrait partout. Et vous remarquez comme dans le studio, il s'agit de mettre tout le monde à l'aise, mais aussi de reproduire une sorte de mise en scène de peinture, de petit théâtre et de peinture. Voilà ce chef-d'œuvre de Aguado, le fils évrien, qui fait cet autoportrait. Il fait cet autoportrait dans son atelier, où on voit cette petite mise en scène à l'ancienne, mais en ne dissimulant pas. Alors, lui, il ne l'a pas fait, c'est quand on a retrouvé le négatif qu'on a laissé apparaître l'opérateur qui est caché, mais qui donne cet hors-champ qui, pour nous, semble moderne. Voilà une image qui parle de la modernité, parce que si je regarde que la partie centrale, j'ai encore une peinture de Ingres et de son école, et en mettant le type qui est en train de se caler dans le temps de pause, j'ai déjà du Manet et le off de la peinture, le décor faussé et la façon de travailler. Voilà, la modernité, c'est ça. Disdéry va devenir très célèbre, aussi célèbre que Nadar puis prendre sa place, c'est-à-dire avoir des milliers de photos qui sont à lui, en inventant notamment la carte de visite photographique. Vous pouvez faire 9 photos. Et on voit l'atelier de Disdéry ici, le studio de portrait. Vous remarquez qu'il y a en plein milieu un petit monsieur qui est là pour peindre et mettre de la couleur à l'aquarelle sur l'ensemble des photos. Bref, la photographie ne plaira plus à Baudelaire parce qu'elle est devenue une grande industrie et qu'elle se retrouve partout. Grande modernité à cause de la pose, du cadrage et des lunettes de 1850. Cameron, dont je vous ai parlé, des choses qui peuvent être tout à fait anonymes, 1853. Les photos de Lewis Carroll d'enfants qui sont devenus très célèbres. Bref, tout le monde peut être pris en photo. Et n'oublions pas, pour montrer le génie de Nadar, c'est qu'au début, il est dessinateur. Il est très célèbre caricaturiste et reconnu comme tel. Et dans l'époque de la dictature, on peut appeler ça comme ça, de la grosse répression de Napoléon III, tout ce qui est caricature, tout ce qui est presse va devenir très compliqué. D'ailleurs, je vous invite à regarder le documentaire de 50 minutes d'Arte sur Nadar qui reprend bien cette originalité-là. Clin d'œil de continuité qui est intéressant, c'est que quand Nadar décide de passer à la photographie, il n'en faisait pas avant, mais cette limitation de sa possibilité de travailler va le faire basculer. Il rachète du matériel du Daguerre qui est mort. Et voilà comment commence notre histoire de Nadar est un génie. On va faire ça à la cool. Premièrement, faire des portraits de gens extraordinairement célèbres. Ça pourrait presque suffire à notre affaire. Delacroix, qui a l'air d'un homme un peu impressionnant. Berlioz, George Sand, Mallarmé, Rossini, on dirait le cuisinier de chez Marie. Alexandre Dumas père, Baudelaire, Courbet, qu'on avait déjà vu, Courbet, avec lequel il est très ami, Baudelaire, dont vous comme moi, on va garder l'image dans tous nos livres de langue de français. Gérard de Nerval, quelques semaines avant sa mort, le Victor Hugo très connu, jusqu'au Victor Hugo sur son lit de mort, qui est un chef-d'œuvre de simplicité. Sarah Bernard, sur laquelle nous allons revenir, Nadar lui-même, dont le portrait filmé rappelle qu'il est un homme énervé, énergique, roux, facétieux, qui ne cesse de créer.
Revenons sur tout cet inventaire. Qu'est-ce qui est fabuleux ici? Les portraits peints étaient plutôt en pied, plutôt vus du dessous, quand on a les portraits de Ingres. Ici, on a un fond unique. Il est gris dégradé, régulier, clair parfois, pour faire ressortir le visage, très clair pour faire sortir le foncé, foncé pour faire sortir le clair, clair pour faire sortir le foncé. Les moyens de Nadar sont très très simples. La lumière ensuite. Lumière sur la droite, qui va faire ressortir le visage et le profil majestueux, et surtout, dans le tirage contemporain, le pointu merveilleux de ce col de chemise. Je vous signale, si on faisait poser Delacroix devant nous et qu'on mette un spot ici, on n'aurait sans doute pas cette merveilleuse petite pointe blanche ici qui réapparaît au tirage. C'est-à-dire, on va mettre un masque quand on fait le tirage dans un bain pour que n'apparaissent que quelques morceaux lumineux. Voilà, si on regarde bien, la lumière va être un moyen de faire ressortir comme un signal, comme une sorte de zébrure graphique, le col et le visage, de mettre des douceurs sur les cheveux, sur le tissu, puis à nouveau des nettetés bien puissantes sur le bord de la chemise qui va jusqu'à la veste, dans la manche, et qui descend à l'oblique sur le petite pointe de l'autre bras. Là, la lumière va faire une zébrure oblique opposée au fond qui compose de façon très simplement mais dynamique. Le portrait, il n'est pas de face, il n'a pas quelque chose d'un peu sacré qui serait puissant. Non, il ne regarde pas, il regarde hors champ, mais la posture est accentuée par la lumière. La lumière ici est douce sur les bras, à tel point qu'on dirait chez Berlioz un petit prêtre comme dans les films, dans les bandes dessinées de Lucky Luke, qui cache dans la diligence, dans ses manches, un petit revolver facétieux. On a ce visage un peu mélancolique qui est doux. Voilà, les contrastes sont assez peu forts. La lumière vient souligner, mais moins fort qu'elle ne le fait sur le visage de Delacroix, qui est plus marqué, plus contrasté. On passe du blanc au noir assez fortement. Ici, jamais vraiment, toujours des petites nuances de gris qui donnent une douceur au visage. Et ce même visage soutenu comme un œuf à la coque sur un grand pot qui fait ce corps géant à qui il a demandé de poser debout, pas assis. Ici, il est assis parce que on a besoin de tout cet enchevêtrement de tissus, de détails qui font sa coquetterie. Ici, on a un corps et un cerveau, un regard qui sort. Ici, de la douceur. Ici, une espèce de familiarité. Familiarité ici aussi. Ici, et c'est la troisième chose qui nous intéresse, le fond est travaillé, la lumière est travaillée, mais il y a un rôle des mains qui est passionnant. Pas de main. Elle est passée où, son autre main ici? C'est plutôt chez Rossini, Évrien de passage, qui viendra écrire chez nous Guillaume Tell, quand même. Attention, on n'est pas des petits gens à Évry. Ici, les mains apparaissent, commencent à jouer un rôle. On est, comme je vous le disais, sur des portraits de gens connus. On n'est pas si loin. Nadar se rapproche, il cadre assez serré, comme s'il y avait une complicité avec nous. Et le jeu de fond, on l'a dit, le jeu de la lumière qui permet de donner des accents sur certains morceaux, le jeu des mains va apporter au caractère du personnage. Ici, chez Alexandre Dumas-Père, on voit un homme fort qui a l'air d'être presque en train de se relever. On suggère par le cadrage sa taille, mais finalement l'ensemble est dans le flou et la netteté est sur ses bras qui ont l'air de poser et de vouloir pousser pour se relever. D'ailleurs, le personnage lui-même, sa chevelure, la lumière, les yeux, regarde vers le haut, tout est basculé sur cette oblique. Mais les mains sont presque plus nettes que l'ensemble du visage qui est un peu flou et mis en retrait. Même chose avec ce portrait-là, et surtout, chez Courbet, la puissance du personnage qui regarde à l'extérieur, qui a une haute idée de lui-même, ça vous l'avez compris. Et le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, les trois portraits qu'on a de Baudelaire. Ici, on a un homme, on dit de ce portrait, 2 gouttes de café qui feraient les yeux. La lumière fait ressortir le contour du visage, la finesse de la bouche, et cette espèce de moue curieuse. Il nous regarde puissamment. Le tumulte
du corps, de tous ces plis qui se mélangent. Là, pourquoi la main disparaît? Aucune des mains n'est apparente. Ici, elles sont dissimulées, elles sont dans un flou sur le bas. Par contre, un point très clair fait que quelque chose ressort et donne une dynamique oblique à l'ensemble. Dynamique oblique encore plus puissante ici. On a un homme presque sur un lit, presque en arrière, avec l'arrière-plan de ce fauteuil. On a signé la photo comme une peinture. L'arrière-plan fait comme une couronne à ce visage, visage basculé en arrière, regard un peu moqueur, mais ce qui est le plus fort avec ce col toujours relevé, c'est cette main. Imaginez ce portrait sans les mains. On aurait comme un bijou, une tête de bouchon de carafe posée sur une carafe noire, avec quelque chose tout seul, très brûlé, très blanc, puisque le visage ressort et passe presque dans un fond unifié. La main ajoute quelque chose. La main ajoute une touche de clair ici, une touche de clair tout en bas, et donc déjà impose au regard du spectateur de regarder plus bas. Mais la main, c'est aussi, on le sait depuis les recherches sur le théâtre, et tout le monde doit savoir ça si vous avez fait de la PNL, si je mets ma main sur mon visage, c'est pas trop le moment en ce moment. Mais je dis quelque chose d'hésitation si ma main est devant ma bouche. Je dis quelque chose d'un sentiment, d'un trouble. Je lève le doigt avec l'index vers le haut et je fais une leçon. Les photographes et peintres savent ça depuis longtemps. Et ici, entre ce portrait-là d'un Baudelaire un peu chafouin avec ce regard un peu qui nous cherche, et ce Baudelaire plus dominateur, ce Baudelaire plus débonnaire, qui va soutenir Nadar et le développement de la photo, on a trois éléments où se retrouvent nos éléments qui résument le génie de Nadar. Simplification du fond, jeu avec la lumière, avec les contrastes, avec des nuances de gris par moment, ou de la simplification à d'autres, jeu avec la simplicité, qui fait que, et c'est là où je veux en venir, fond uni ou plus ou moins uni, lumière simple, mais qui donne un centre d'intérêt à un endroit donné sur l'image. Et puis, jeu avec les mains. J'avais ça déjà dans les portraits de Ingres, dans les portraits peints. Par contre, ce jeu de lumière, ce fait d'être cadré plus précis, d'être dans la simplicité des moyens qu'utilise la photo, fait que pour la première fois, un photographe ne va pas copier la peinture. Ce qu'on a ici n'est pas une peinture reconstituée, mais une œuvre faite avec le vocabulaire propre à la photographie. Un peu encore du dessin, du pictorialisme dans le bas, dans ces nuances de gris, mais ici, la présence la plus forte et la plus simple possible d'un visage et d'un regard humain. Ce que la peinture a essayé de faire beaucoup, mais que la photographie va apporter. Et on a ça évidemment sur le portrait de Gérard de Nerval, puisque Nadar est à la fois un homme qui va être ami de toute cette bohème artistique. Les prendre en photo, on a ce portrait quelques semaines avant que Gérard de Nerval ne se suicide, pendu à un réverbère dans la rue, laissant un mot je ne rentrerai pas ce soir, la neige est blanche et noire. On a dans ce portrait-ci la simplicité du visage d'un homme brillant qui savait beaucoup de choses, beaucoup de lectures. Et ce qui est passionnant dans cette littérature d'après le romantisme, puisqu'on est plus en 1820 du tout, on est dans le milieu du siècle dépassé chez Nerval, c'est beaucoup d'éléments comme dans Sylvie, beaucoup d'éléments qui racontent une histoire. Nerval a vu une femme qu'il confond avec une autre femme, avec une figure mythologique, avec une forêt qu'elle a habitée. Et toute cette superposition d'éléments font une espèce de récit presque qui anticipe le symbolisme, c'est-à-dire quelque chose pas si précis, pas si réaliste que ça, qui confond les souvenirs et les temps superposés. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'à la fois, Gérard de Nerval, c'est le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, celui qui, quelques semaines après ça, sera suicidé. On le voit là. Voilà, deux doigts qui, à peine l'un sur l'autre, hésitants. Si c'était une peinture, on pourrait penser que c'est posé, que ça a été choisi. Là, il a l'air presque timidement de tenir ses mains. Et cette pose de main, la force d'un détail, donne une puissance à la photographie que la peinture n'aurait pas. Chez Victor Hugo, la lumière et l'organisation, plutôt en oblique, hein, si vous l'avez vu chez Nadar, assez souvent, composent ces images.
Et dernier chef-d'œuvre, Sarah Bernard, jouer la douceur, c'est-à-dire dans les nuances de gris, toutes ces nuances de gris, sur une colonne un peu classique, faire surgir la douceur des mains, la pose des mains l'une sur l'autre, et dans le passage du gris vers le clair vers la gorge, la douceur de la peau et du regard de la femme, même si ici, il s'agit plus de montrer le tempérament. Voilà, dans 2 portraits de Sarah Bernard, qui avait fait des premiers portraits, ça lui avait pas plu du tout. Elle va chez Nadar, et de ces images-là sortiront ses chefs-d'œuvre. On finira tout à l'heure avec Sarah Bernard. Voilà l'attitude un peu suspendue, la posture des mains, encore une fois, qui dit quelque chose. Peut-être une posture des mains qui viendrait du théâtre, que connaissait bien Nadar, et de la caricature, mais qui accompagne la psychologie du personnage. Nadar, et c'est là où c'est un génie, ça suffirait déjà avec ce qu'on a dit. C'est pas fini. Nadar est un génie parce qu'il est le copain de Labiche et qu'il connaît bien le théâtre. Le Labiche, dont on peut dire à l'occasion, un égoïste est un homme qui ne pense pas à moi. J'ai fini par m'apercevoir que je n'étais plus le seul à partager la fidélité de mon épouse. Beaucoup de pièces de théâtre, beaucoup de théâtre qui devient réaliste, qui est amusant. Elle respirait l'honnêteté, mais elle avait la respiration très courte. Ah bah oui, ça change tout. Nadar est un génie parce que dans la dernière partie de sa vie, vous pouvez retrouver sur le catalogue de la BNF en ligne cette photo, cette exposition. Il va prendre en photo De Bureau qui est en train d'inventer le personnage de Pierrot, mais en prenant De Bureau, il va anticiper le principe de pantomime et l'idée que l'image fixe puisse servir à travailler le théâtre. Nadar, génie numéro 3, invente la photo aérostatique, c'est-à-dire suspendue à un ballon. Voilà un autoportrait où il se met en scène pour faire connaître cela. Et il va nous montrer les premières images qui vont bouleverser l'histoire de la peinture et de la peinture abstraite. Ça arrivera dans pas si longtemps. Quand l'image est vue du dessus, les détails s'écrasent, la perspective atmosphérique n'est plus lieu d'être. Il s'agit de traiter les formes le plus simplement possible. Et bien sûr, notre copain Daumier n'est pas mal. Nadar élevant la photographie à la hauteur de l'art. Nadar est un génie puisqu'il est le premier à faire des reportages sur les égouts de Paris et de les faire à la lumière électrique. Il va avoir l'idée d'utiliser la lumière artificielle pour faire des prises de vue. Voilà un régulateur qui a été inventé pas très longtemps avant, qui va lui permettre de faire des essais. Ce sont des photos que j'ai prises en voyant cette exposition. Faire des tests pour la lumière électrique. Il sera continuellement, ils sont 3, hein, son frère et son fils avec qui ils se disputeront toujours et qui permettront que le nom Nadar continue à se perpétuer. Nadar, 4e étape, est un génie. Il accueille en 1872, dans cet endroit, son lieu prestigieux de photographie, la première exposition impressionniste qui montre le travail sur le temps et le bouleversement dont on parlera demain avec Degas. Nadar est un génie parce qu'il invente, avec le journal illustré, la première interview du centenaire Chevreul, le scientifique qui a découvert la loi du contraste simultané de couleurs dont je vous ai parlé. Un rouge révèle un vert révèle un rouge, et invente une chose merveilleuse, l'entretien. Quant aux peintures, la connaissance de la loi du contraste simultané des couleurs est de première nécessité pour copier fidèlement le modèle coloré. C'est une loi absolue. Chevreul, interviewé par Nadar, premier document audiovisuel, c'est-à-dire sous chaque photo de Chevreul, écrit à la main, je vais vous écrire mon premier principe philosophique, dit-il en ayant la plume à la main. Puis il écrit, on doit tendre avec effort à l'infaillibilité sans y prétendre. Nadar est sur le côté, sur la droite, en train d'interviewer le monsieur. Tout ça sera publié dans une espèce de récit que la photographie seule pouvait donner. Il est mort 20 ans après sans jamais être venu me voir au Gobelin comme je l'en avais prié. Nadar est un génie. Ce qui est en train de se révéler finalement, c'est que Nadar, en donnant une image qui arrivera jusqu'à nos livres d'école, il donne une image à la pensée, à la façon dont tous ces gens dont il a fait le portrait que je viens de vous montrer, par leurs mains, sont en train de nous parler, et pas seulement par leur créativité de Labiche à Nerval en passant par Baudelaire. Petite préconclusion sur Nadar, Sarah Bernard, dont il a fait le portrait, vous l'avez vu, sera la première à comprendre l'importance du portrait. Et voici Sarah Bernard, portraiturée par Louise Abema, peinture au musée d'Étampes.
Sarah Bernard par Nadar, un autre portrait bien plus tardif. Sarah Bernard peinte, Sarah Bernard par Boldini, ici par Bastien Lepage, les peintres académiques qu'on a vus juste avant. Sarah Bernard va passer son temps à se faire prendre en photo, à diffuser ses photos d'elle lors de certains rôles en Théodora, pour la Tosca, pour Cléopâtre, en sculpture, par Horasie l'Espagnol, en affiche, en Hamlet, en joueuse de tennis, Sarah Bernard plus vieille, Sarah Bernard dans les journaux, Sarah Bernard en sculpture. Sarah Bernard va avoir, Abema en est un exemple, 2 portraitistes attitrés pour faire son portrait continu. Sarah Bernard est là l'artiste des masses médias qui se développe. Mais dans tous ses portraits, dans tout ce qu'elle cherche à montrer ici, on n'aura jamais la force et la puissance du portrait de Nadar qui est ici. Conclusion. Vous vous souvenez du Stiglitz qui faisait de la photo un peu pictorialiste? Il vient à Paris, il apprend la photo, il repart à New York, il ouvre cette galerie, la galerie 291, dans laquelle, avant 1900, il va exposer Brancusi, de la sculpture moderne, nouvelle, les dessins de Rodin, dont je dirais dans 2 cours à quel point sa façon de travailler, puisqu'on est dans le chapitre L'art est un travail, et la façon dont se répète la série Hier avec Monet se retrouve dans notre façon de regarder le travail de Nadar. Alors Rodin va utiliser ses propres dessins pour les redécalquer, reprendre et re-reprendre. Stiglitz va exposer Cézanne, ce qui n'est pas rien, de la sculpture africaine, et même exposer et prendre en photo en 1917 le premier travail spectaculairement révolutionnaire. On finira les 40 séances sur ces choses-là, La Pissotière de Duchamp. Il ouvrira en même temps, et ça va avec cette entrée des États-Unis dans la modernité, un magazine qui s'appelle Camera Work. Je vous montre 6 images et ça suffit à ce qu'on comprenne comment la modernité, par le travail en série, par le système de réseau de diffusion, est entrée dans la modernité. Station, avec qui il fonde Camera Work, fait ce portrait de Rodin. Et cet début de Station, c'est plutôt de la photo pictorialiste, si vous avez compris. Voilà, en 1920, un portrait de Brancusi. Le même artiste fait ça en 1906, et en 1920, il est entré dans une photo qui joue le jeu de la photographie, de la lumière et de la façon de cadrer. Voilà, Rodin mis en scène par Station, une merveille, et l'intérêt des Américains Station et Stiglitz pour la ville. Voilà, un autoportrait de Stiglitz, un autoportrait, la ville vue au travers des parois de son studio. C'est encore un peu pictorialiste, c'est encore un peu peintre, on pourrait penser à Monet, mais déjà on est en train de jouer avec les lignes, avec la difficulté à percevoir. Et le chef-d'œuvre de Bascule de Stiglitz, cette composition très géométrique de ce bateau de migrants. Voilà, qu'est-ce qui se passe que François Bon avait signalé avec Edgar Poe? La ville devient le héros, et en jouant avec les lignes et les lignes de force de la ville, la photo se débarrasse de l'héritage de la peinture et commence à entrer dans le graphisme pur. Voilà des photos de Stiglitz, des mains de sa femme sur des objets industriels. Sa femme, Georgia O'Keeffe, dont il va le faire de merveilleux portraits. Stiglitz qui va s'intéresser à la ville, à la simplicité de la ville de New York. On parlera de l'architecture plus tard. Les portraits de Georgia O'Keeffe, simplification au maximum. On est 20-30 ans après Nadar, mais cette leçon de simplicité est arrivée. Et Paul Strand nous servira de conclusion. Paul Strand qui va inventer ce qu'on appelle dans ce magazine Camera Work la straight photographie, c'est-à-dire la photo pure. La photo pure, la voilà, vue du dessus, l'écrasement des masses, vue de côté, presque une abstraction. On verra demain que Degas ne sera pas avare d'un intérêt pour la photographie. À demain.